Bonjour, aujourd'hui interview d'Aurélien Roch, ingénieur et donc country manager d'une entreprise industrielle dans le pesage, spécialisée dans le pesage, Pressia Mollen. Aurélien est arrivé il y a 8-9 ans en Australie, a commencé par un Work Holiday Visa puis un VIE et a évolué au sein de son entreprise après son VIE pour devenir en quelques années country manager. On va s'intéresser à son parcours, aux évolutions, aux difficultés qu'il y a pu avoir, et ensuite aux conseils qu'il pourrait donner à des ingénieurs qui ont des profils, qui peuvent avoir des profils similaires ou qui veulent aussi évoluer en Australie. Donc Aurélien, merci. De rien. Donc nous sommes aujourd'hui dans les locaux de Pressia Mollen, un dimanche, donc c'est vraiment un grand plaisir d'être avec toi. Merci pour ça. Pour commencer, donc toi, je vais te présenter rapidement. École d'ingénieur à Brest, puis un double diplôme avec une école de commerce. Euh, et ensuite, tu es arrivé ici. On va commencer donc avec ton histoire, pourquoi est-ce que tu es venu en Australie. Et ensuite, on va parler du travail en lui-même de Pressia Mollen. Comment est-ce que tu es arrivé ici en Australie? Quelles étaient les motivations? C'était par hasard ou c'était fait exprès? Alors, la première fois que je suis venu en Australie, c'était en 2010. J'ai suivi ma copine de l'époque, qui est devenue ma femme, qui avait un stage dans une fromagerie à Wagga Wagga. Et moi, à cette époque-là, j'avais un niveau d'anglais qui était assez catastrophique. Et donc, je suis parti avec elle pour améliorer mon niveau, pour avoir ce fameux TOEIC, celui que tous les ingénieurs doivent avoir. Et donc, je suis un peu venu en Australie. Ouais, j'ai plutôt suivi ma femme au début. Et après, on est rentré en France. C'est là que j'ai fait mon école de commerce à Audencia. D'accord. Et elle est arrivée en Australie par hasard, elle voulait revenir ici. Non, Wagga Wagga, c'est particulier. après, c'est à la fin de mon école de commerce. Il fallait que je fasse un stage. Et j'ai commencé à regarder sur le site internet du Bifrance. Enfin, ça doit être CiviWeb d'ailleurs. Les VIE. Et j'ai trouvé 2-3 annonces, dont celle pour Pressia Mollen, qui cherchait un candidat pour démarrer le bureau en Australie. Oui. Donc j'ai postulé, j'ai commencé à faire des entretiens, etc. Puis à la fin, j'ai été choisi. Et au lieu de faire mon stage à la fin de mon école de commerce, j'ai donc fait un VIE au sein de Pressia Mollen. Donc tu es parti directement chez Pressia Mollen au lieu de faire ton stage de fin d'études. C'est ça. Comment ça s'est passé avec l'école? Il n'y a pas eu de soucis pour ça? Non, ils incitaient les gens soit à faire des VIE, soit à faire des stages. D'accord, donc c'était vraiment dans le cadre. Donc t'as peut-être loupé ta remise de diplôme ou pas du tout? J'ai déjà entendu. Oui, j'ai loupé ma remise de diplôme à Nantes. J'ai fait ma soutenance de stage, je l'ai fait, enfin de, ouais, de stage, on peut dire. Je l'ai fait via Skype, et c'est comme ça que j'ai eu mon diplôme. Peu usuel. Et au niveau du VIE justement, parce qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent regarder cette vidéo, ça va être des étudiants ingénieurs en France. Comment ça s'est passé les entretiens une fois que tu as postulé sur le site internet, donc CiviWeb qui est le site pour les VIE? Comment s'est passé pour toi? Tu as eu combien d'entretiens, si tu t'en rappelles? Et J'ai eu un premier entretien téléphonique. Puis après ils m'ont demandé de venir en usine. Et donc quand je suis allé à l'usine, j'ai dû voir 4 ou 5 personnes. Donc directeur de Pressia Mollen, le responsable export, des personnes techniques. Et chaque personne m'interviewait dans un petit peu les secteurs qui leur étaient propres. Donc voilà, puis après cette série d'entretiens, j'ai passé 3 mois en formation en France, au sein du groupe Pressia Mollen. Et après, je suis parti un petit peu tout seul, enfin j'étais tout seul en Australie pour Pressia Mollen. Donc j'étais encadré dans un bureau qui s'occupe des VIE. Donc j'étais avec d'autres VIE dans un open space. Et après, il a fallu commencer à trouver des clients, etc. d'accord, donc pour donner un peu de contexte, parce que tout le monde ne connaît pas forcément Pressia Mollen, c'est une grande entreprise en France. Ouais, c'est une très grosse entreprise en France, avec 500 ou 600 personnes en France. On a plus de 58 bureaux dans toute la France. Et c'est une société qui a décidé de s'internationaliser il y a une dizaine d'années. Donc on a ouvert ça va être maintenant 16 filiales dans le monde. Et l'Australie était la 8 ou 9e, d'après mes souvenirs. Et c'était la première en Asie-Pacifique. Donc il y avait beaucoup de filiales en Europe, il y avait une petite filiale en Inde, et il y avait moi en Australie tout seul. Et après, on a commencé à grossir en Australie. On a acheté 2 sociétés en Nouvelle-Zélande. On a ouvert un bureau en Malaisie, et on a aussi ouvert un bureau en Chine. Alors, beaucoup de développement. Ouais. Donc, je mettrai une image vidéo de l'entrée où on voit tous les bureaux et les horloges des différents Ouais, fuseaux horaires ouais, qui on a- correspondent. Donc c'est une société à l'origine qui est ardéchoise,
donc une société familiale. La famille est toujours actionnaire majoritaire de la société. Et, euh, et ils ont énormément grossi en France. Puis une fois qu'on était leader en France, en fait, on a commencé à penser un petit peu à l'Europe, puis après à l'international. Donc ils t'ont formé quelques mois, tu as dit 3 mois en Ouais. France, Surtout euh, sur les produits. sur les produits. Sur les produits. Puis après, ils m'ont jeté un petit peu en Australie pour que je me débrouille et que je cherche des clients, que je fasse de la prospection. Donc, Et comment ça se passe à ce moment-là alors cette première phase où tu es tout seul, même si tu es dans une structure au niveau, t'es dans les mêmes locaux que d'autres VIE, mais finalement pour l'entreprise tout seul, comment ça va se passer? le développement commercial, en fait, c'est faut trouver des gens, présenter la marque. C'est un petit peu comme jeter des graines, en fait. Tu jettes des graines un peu partout et de temps en temps, t'as des retours ou tu n'en as pas. Des fois, tu as des retours plusieurs années plus tard. J'ai un exemple où j'ai envoyé un email à quelqu'un en 2013, je crois, et cette personne-là m'a répondu en 2016. Euh, donc elle avait dû ranger cet email quelque part et quand elle a eu besoin de mes produits, en fait, enfin d'un produit comme le mien, j'étais dedans et donc elle m'a recontacté. Euh, c'est ça le business development. Et la France, même si tu étais tout seul, j'imagine que tu avais des retours réguliers avec un manager qui était en J'avais mon France manager qui était basé en France, avec qui je passais ouais, beaucoup de temps au téléphone, qui me guidait, qui m'expliquait un petit peu quoi faire. Et grosso modo, je faisais des, des visites, des prospections dans différents états. Ouais. Donc j'ai fait Brisbane, j'ai fait Melbourne, Perth, et à chaque fois l'idée c'était de rencontrer des gens qui pouvaient être des potentiels clients. Et est-ce que tu te rappelles du premier client que vous avez eu? Alors, les Ah, questions le n'étaient pas préparées, donc c'est pour ça que... premier client que j'ai eu, Ou l'un des premiers, enfin, parce que j'imagine que au départ, il n'y avait pas d'activité. Comment est-ce que c'est s'est lancé? Comment est-ce que la machine a commencé? un des premiers clients qu'on a eu, je pense que c'est la société après qu'on a racheté à Brisbane en fait, Brisway. Ok. Et ils ont commencé à nous acheter des systèmes de pesage qu'ils revendaient à leurs clients. Et ils ont commencé à représenter la marque Pressia Molène. Et quelques années plus tard, le propriétaire a décidé de partir en retraite. Et c'est là qu'on a racheté le fonds de commerce. Et quand tu te souviens comment tu étais entré en contact avec lui? Comment c'était passé les Ah bah démarches? Parce que c'était j'imagine que par tu étais tout seul. téléphone. C'est par téléphone. Tu appelles les gens et tu leur expliques que tu es Pressia Molène, que tu vends des systèmes de pesage industriels et que tu es peut-être passage à Brisbane, je sais pas, dans 2-3 semaines et que tu peux venir les rencontrer pour leur présenter la marque. Et en Australie, les gens sont assez ouverts à rencontrer, à boire des cafés, à faire des choses comme ça. Donc c'est assez facile de rencontrer les gens. Puis j'ai rencontré cette personne-là 2-3 fois avant qu'il commence à nous acheter quelque chose. Puis là, il a commencé par acheter des petites choses, puis après il a acheté un peu plus gros, et après un peu plus de façon récurrente. D'accord. Donc, ça, c'était au bout de quelques mois que ça a commencé. Puisque ça prend du temps. Au bout de combien de temps tu as réussi à avoir les premiers clients qui sont vraiment arrivés? Donc, tu arrives en Australie. Tu es formé 3 mois. Tu arrives en Australie. Ici, les VIE sont en général, c'est un an renouvelable une fois. Ouais, Comment est-ce le que ça s'est développement passé? commercial, ça prend du temps. Ouais. Parce que, de un, c'est une marque qui était pas connue sur le territoire. Euh, on n'est pas les seuls à faire ce type de produit. Donc ça prend du temps, ça prend, je sais pas, 3 à 6 mois avant que quelqu'un nous achète quelque chose. Et moi, je me rappelle, un des moments qui m'a le plus marqué, c'est quand on m'a appelé pour un tender. On m'a dit, ouais, ah, Aurélien, on s'est rencontré 2-3 fois, tiens, j'ai un projet. Et ce jour-là, j'ai été assez agréablement surpris parce que ce client, enfin, ce prospect m'avait contacté directement sans que je le rappelle. Et j'étais là, waouh, c'est la première fois que ça m'arrive en fait. Donc ça commence vraiment par. C'est vraiment jeter des. Moi, je le vois comme ça, c'est vraiment jeter des graines un peu partout. Et des fois, on a des bonnes surprises, des fois, on a des mauvaises surprises. Et un exemple de mauvaise surprise? Un exemple de mauvaise surprise, c'est par exemple vendre un système à une société qui fait faillite derrière ou des choses comme ça. Hmm. Parce une fois que la société a fait faillite, après on peut plus récupérer nos fonds. Ça nous arrive une fois, ça. C'était des petits montants, mais ça arrive. Et donc, on arrive après donc, 2 ans de VIE. Où en est la situation au bout de 2 ans? Comment est-ce que les personnes en France voient l'antenne australienne qui est en train de se développer, d'être créée? Est-ce qu'il y a des personnes qui travaillent avec toi sur place? Où est-ce que vous en êtes? Au bout de 1 an et demi, 2 ans, ouais, peut-être un peu moins 1 an et demi, il y a une personne qui m'a rejoint, qui était plus technique, et qui m'a un peu supporté pour la partie technique. Et après, en fait, le vrai coup de boost, on l'a eu en fin d'année 2016, c'est quand on a racheté une société à Brisbane.
Et donc là, on a commencé à avoir du business récurrent, du service récurrent. Parce qu'en fait, on a les systèmes de pesage. Il y a deux types de business. Il y a la vente euh, et il y a tout ce qui est service. Et en fait, les systèmes doivent être revus, enfin vérifiés tous les 6 mois, 3 mois. Ça dépend pour quel type de client. Et donc, en fait, maintenant, on a une activité qui est assez 50-50. On a à peu près 50% de vente et 50% de service. D'accord. Je vais faire une parenthèse ici, donc 50% de vente, 50% de service. Quels sont le type de système de pesage que vous allez vendre, les utilisations les plus courantes chez vos clients pour permettre à ceux qui regardent la vidéo de comprendre ce que peut faire Precision Molène ici? Bah, on a des systèmes de pesage sur des convoyeurs. Donc ça, c'est pour tous les clients miniers, les constructions, donc Boral, Holcim, Hanson. Ces clients-là qui fabriquent du, du béton ou de l'aggregate, des choses comme ça. Et en fait, ils ont besoin de peser leur production. Donc là, on a des systèmes de pesage sur des convoyeurs. On a pas mal de systèmes de pesage pour les camions. Donc avant que des camions aient sur la route, il faut qu'ils soient pesés. Ou par exemple, si on achète du sable, on ne va pas l'acheter forcément au sac, on peut l'acheter par camion. Donc il faut avoir le poids. Donc le camion roule sur un système de pesage, puis après il part et on a le poids qui. C'est ça. Chargement de bateau. Euh, Par exemple, si Grain Corp, qui est une société qui vend du grain, vend je sais pas, du grain à la Chine, c'est pareil, ils vont pas s'amuser à peser des petites quantités, donc c'est souvent un bateau entier qu'on doit peser. Donc on a des systèmes pour peser ça, on a des systèmes dans la nourriture, parce que à chaque fois qu'on achète un aliment, il est pesé pour vérifier, par exemple une barre de Mars qui doit faire 20 ou 30 grammes. euh, la société doit s'assurer qu'elle vend bien 30 grammes de bonbons aux clients. Donc ça sera sur une chaîne industrielle par exemple, il y aura une petite unité de pesage assez rapide C'est ça. qui va. C'est ça. Près du pesage. Ouais, il y en a. En fait, en intégrant Precision, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de sociétés qui utilisaient le pesage. En fait, dès qu'il y a une vente dans le monde, ça se fait par rapport à 7 unités de mesure. Donc il y a le mètre, il y a le volume et il y a le poids. Donc beaucoup d'échanges dans le monde, d'échanges commerciaux se font avec le poids. D'accord, no make sense. Faut acheter une quantité, non. Faut acheter, je sais pas, 10 mètres de corde, ou on peut acheter 10 kilos de farine. Ouais, ouais, bien sûr. Donc voilà. Quand on le fait, il y a beaucoup de produits, pour plus qu'on y pensait, qui vont être liés au poids. Donc là, on en est, pour reprendre, 50%, vous avez fait une acquisition à Brisbane, 50, vous en êtes à 50% de vente, 50% de services. Déjà, comment est-ce que l'acquisition, elle se passe? C'était la personne qui est partie à la retraite? Ou c'était l'autre entreprise? Non, cette personne est partie en retraite. On a acheté la société, on a récupéré les clients, et après, on a commencé à développer les deux marques. On a mis les deux marques l'une à côté de l'autre parce que c'était une société quand même qui avait une histoire. On peut pas arriver et supprimer la marque. Donc on a mis les deux marques l'une à côté de l'autre pour donner plus de visibilité à Precision Molène. Et après, on a commencé à développer ce bureau pour le rendre pour qu'il commence qu'il continue à faire du service et qu'il commence à vendre des produits Precision Molène. En termes de personnes, vous en êtes à combien de personnes à ce moment-là? Parce qu'au début, il y avait toi, une personne technique. Est-ce que quand vous rachetez l'entreprise, vous en avez 2, 3 qui viennent? Vous êtes à quel niveau de taille? Après l'achat de la société, on a dû reprendre 2 ou 3 salariés en plus, donc on était 5, entre 5 et 7. On arrive en 2016, le travail évolue au fur et à mesure, même s'il reste toujours un peu le même, parce que c'est l'esprit startup, comme tu l'as dit. Tu as de plus en plus de monde qui arrive. Comment toi, ton temps il va changer par rapport à ça? En fin 2016, quand on a racheté la société à Brisbane, après je passais presque une semaine sur deux à Brisbane, à gérer l'équipe, à faire en sorte que les clients comprennent que la société n'était pas morte, mais qu'elle avait continué à vivre avec Precision Molène. Donc il y avait beaucoup de temps sur place à gérer les équipes et gérer les clients qu'on avait rachetés. Et tout ce qui est gestion des équipes, comment ça s'est passé la transition pour toi? T'avais pas forcément l'habitude de le faire avant. Tu arrives, tu as plusieurs personnes à gérer. Comment ça se. Qui te connaissent pas forcément en plus, à part le. De toute façon, il a fallu apprendre sur le tas. Hein. Je veux dire, c'était un peu tu étais en grand bain à gérer. Ouais, enfin, il a fallu. Je pense que le plus difficile, c'était de gagner la confiance des gens au début. Parce que
en moment de rachat comme ça, les gens ont toujours un peu l'impression d'avoir perdu quelque chose, de se faire racheter par un gros groupe. Donc ouais, il a fallu gérer ça. Puis après montrer qu'on savait de quoi on parlait. Et après, une fois que la confiance a été rétablie, on a pu commencer à travailler sur des bassins. Et c'est un peu ça qui s'est passé. Ça a pris, je sais pas, entre 3 et 6 mois. Ouais, donc c'est quand même assez rapide, mine de rien. Enfin, ça peut paraître long dans 3 à 6 mois, mais c'est quand même rapide pour que les gens donnent la confiance et puis restent. Et... Ouais, enfin, quand on travaille tous les jours avec des gens, Ah ouais. je pense que ça arrive vite. C'est pas comme si c'était une société indépendante. Ils ont été tout de suite intégrés à nous. Euh, donc non, non, ça a pris un petit peu de temps, mais ça s'est bien fait. Et si par rapport à ça, tu devais te donner un conseil par rapport à la façon dont tu l'avais fait sur cette partie spécifique de gestion d'équipe, je pose la question parce que je sais qu'il y a beaucoup d'ingénieurs qui sont assez jeunes, qui vont commencer par des métiers techniques. Et la question de dès que tu vas évoluer et commencer à avoir un poste avec plus de responsabilités, slash personnes à gérer, quel conseil tu donneras à toi-même par rapport à ça si tu devais revenir sur cette partie-là précise? Si c'est passé comme tu voulais ou est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément bien passées et que tu aurais fait différemment? Bah, je pense que le principal dans une relation comme ça, c'est de gérer la relation de confiance. Et en fait, pour créer cette relation de confiance, il y a plusieurs choses. Toujours tenir euh, à ce qu'on dit. C'est-à-dire que si on dit quelque chose à quelqu'un qu'on gère, faut respecter. Être là à n'importe quel moment. C'est-à-dire que quand les gens m'appellent, souvent, enfin, 95% du temps, je décroche tout de suite, même si je suis occupé. Euh, Il y a deux, trois choses comme ça. Pour moi, le plus important, c'est de créer ce lien de confiance. Une fois qu'il est créé, on peut travailler sur des choses un peu plus, des choses un peu plus saines. Make sense. Et donc maintenant, ça c'était en 2016, il y a eu la connexion, ça a commencé vraiment à partir en 50-50 services. Hmm. Là, on est en début 2020. Comment est-ce que ça a évolué depuis par rapport à... En fin 2018, on a racheté nos sociétés à Adelaide, un peu plus grosse, et on a commencé à avoir une petite entité de production à Adelaide. Donc on a entre 15 et 20 personnes à Adelaide, euh, et qui ont rejoint le groupe ouais, fin 2018. Parce qu'avant, vous importiez tout d'Europe, pas de France? La majorité, ouais. D'accord. C'est toujours le cas en fait. On- Dans une balance, il y a deux parties. Il y a la partie mécanique qui coûte cher à transporter, parce que c'est la partie lourde, et avec une valeur ajoutée qui est assez faible. Donc ces parties-là, on essaie de la fabriquer localement. Par contre, la partie intelligente est toujours fabriquée en Europe, enfin même en France, par nos équipes. D'accord. Et donc oui, ça fait sens que celle-là reste développée. Donc à Adélaïde, c'est la partie mécanique ou c'est la Oui, partie... partie mécanique. Donc on doit avoir trois soudeurs maintenant. Donc des gens qui font de la soudure, qui coupent du métal et qui font des systèmes de pesage industriel. Donc comment toi tu gères cette partie-là maintenant? C'est une personne qui gère qui est restée J'ai- là-bas, qui... La façon dont on l'a fait pour l'instant, on a une personne qui gère le bureau d'Adelaide et on a une personne qui gère le bureau de Brisbane. Et on va avoir une personne qui va gérer le bureau de ciné au bout d'un moment. Parce que pour l'instant, je gère le bureau de ciné puis l'Australie, mais ça commence à être un peu beaucoup. Donc, l'idée, c'est d'avoir une personne par bureau qui s'occupe de son bureau et qui me reporterait à moi. Ce qui permettait toi de dégager du temps pour voir... Pour avoir une stratégie un peu plus australienne. Et la Nouvelle-Zélande, tu en avais parlé un peu au début, il y a pas de bureau là-bas, vous vendez avec eux, parce qu'on est quand même assez proche avec l'Australie. La Nouvelle-Zélande, on a racheté deux sociétés là-bas, donc il y a un country manager Nouvelle-Zélande, D'accord. et ils font leur vie de leur côté. De temps en temps, ils nous achètent des choses, euh, mais on essaie de créer ce lien, parce que eux n'ont pas d'outils de production en Nouvelle-Zélande. Mais en Nouvelle-Zélande, à l'heure actuelle, c'est plus une société plus de services que de vente. Donc on essaie de développer ça et ils viendraient potentiellement nous acheter ce qu'on fabrique en Adelaide. Ouais. Euh, Avant de passer à la dernière partie qui était les trois questions rapides, j'aimerais qu'on parle un peu de formation continue. Parce que j'ai pu voir en regardant le profil LinkedIn, hein, bien sûr, que tu avais continué à faire pas mal de développement personnel, aussi bien au cours des années précédentes que très récemment, en 2019, avec le début d'un MBA. Pour commencer avec les formations continues, avec l'université de Sydney, j'ai vu quelque chose qui était assez marrante, si je peux me permettre, notamment une formation qui s'appelait euh, Managing a Workplace Psychopath.
Comment est-ce que tu en es arrivé à faire ce type de formation En fait, il y a une théorie qui dit un psychopathe, c'est pas quelqu'un qui tue des gens, c'est quelqu'un qui a moins d'émotions que les autres. Donc c'est quelqu'un qui est plus carré, qui peut trancher dans le vif, etc. Et en fait, il y a beaucoup de théories qui disent que plus on monte en fait en hiérarchie, plus on a tendance à gérer ce type de profil. Euh, je crois que j'ai lu un article récemment, c'est un tiers des CIO sont catégorisés comme des psychopathes. C'est des gens qui sont capables qui n'ont pas forcément des émotions poussées et qui sont capables de trancher et de couper des têtes s'il y a besoin pour le bien de l'entreprise. C'est pour ça que j'ai fait cette formation-là, c'était pour comment dealer avec ce type de personnes qui marchent pas avec l'affectif, qui marchent avec leurs intérêts propres et ce genre de choses. Et dans quel cas ça, hein, c'est toi qui va trouver des formations que tu as envie de faire ou c'est l'entreprise qui te dit il y a un du coup t'as tant qu'il faut Non, faire. c'était moi. Enfin, l'entreprise a toujours été très supportive donc, quand je voulais faire des choses comme ça, mais c'est toujours moi qui proposais des choses. En disant, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ceci. Donc j'ai fait pas mal de formations ouais, sur les ventes, sur le développement personnel, sur l'intelligence émotionnelle, ce genre de choses. Et là récemment, ouais, j'ai commencé un MBA. Je sais pas trop pourquoi, à vrai dire. Non, C'est comme une grande je pense que charge de temps. je suis quelqu'un qui aime bien apprendre. Et donc, j'ai besoin d'apprendre de nouvelles choses, autrement je m'ennuie assez rapidement. Donc le MBA, en plus d'avoir un enfant, tu te dis comme ça, on fait les deux en même temps et Ouais, c'est ça. C'était ça. de là que t'en es à où dans ce MBA? À peu près à la moitié. Il me reste encore un an et demi à faire. Donc j'ai eu, je crois que c'est 6 modules à faire. Puis avant de rentrer dans la partie MBA exécutive. Et ce trimestre-là, je suis à mon 5e. D'accord. Et est-ce que tu peux voir dans les personnes qui suivent ce MBA des différences culturelles ou enfin, qui dénotent par rapport à ce que tu aurais pu entendre de ce qui se passe en Europe ou même aux États-Unis, ou est-ce que tu as peu de retours là-dessus? Comment ça se passe dans le MBA en termes, c'est uniquement les Australiens, il y a pas mal d'internationaux? Ça dépend des groupes en fait. Pour l'instant, vu que c'est pas une promo, à vrai dire, c'est un peu à la carte. Donc en fait, je suis pas forcément avec les mêmes étudiants du module d'avant. Euh, donc je rencontre beaucoup de gens de plein de parcours différents. Alors, on est parti pour les 3 dernières questions, les questions rapides que je fais avec tout le monde. Moi, je pose des questions, c'est des questions courtes, tu peux y répondre aussi longtemps que tu veux. Première, est-ce qu'il y aurait un livre que tu recommanderais? Un livre que j'ai lu il y a pas longtemps, c'était un livre qui s'appelle The Third Space Theory. Euh, en fait ça explique que ils ont un exemple dans le livre. En fait, c'est un joueur de tennis, par exemple. Tous les joueurs de tennis, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, en fait, physiquement. C'est-à-dire qu'ils ont tous la même vitesse, ils ont tous la même force, ils ont tous la même. Quelque chose près, c'est très similaire. Et la chose qui fait un bon tennisman, c'est la façon dont ils arrivent à mettre de côté le point qu'ils viennent de perdre pour se focaliser sur le point d'après. Et en fait, cette théorie, elle dit que les gens passent de space en space, donc d'endroit en endroit, et que par exemple, ils vont emmener leur énergie entre ces endroits, et que par exemple, si dans le premier endroit on vire quelqu'un, on est en train de, enfin, on va dire un meeting qui se passe mal, on va rentrer dans l'autre meeting et en fait on va amener toute cette énergie négative dans le meeting d'après. Et donc, du coup, par exemple, si après avoir viré quelqu'un, tu as un entretien annuel qui doit être quelque chose de positif, etc., et tu arrives avec cette énergie négative, ça va mal se passer. Donc, en fait, cette théorie part du principe qu'entre deux espaces, il faut aller dans son espace à soi, se retrouver pendant quelques minutes et être capable de se dire ok, c'est fini ça, maintenant je dois me focaliser sur le meeting d'après. Donc, c'est très. Moi, j'essaie de mettre en application, surtout quand je rentre chez moi le soir, pour pas amener tout le stress et la journée de travail à la maison, pour éviter je sais pas, de rentrer avec un téléphone à la main, poussant ma femme, poussant mon petit garçon, et, euh, et emmenant toute cette énergie et ce stress à la maison. Donc voilà, c'est un livre que je recommande. Ça a l'air intéressant, c'est
c'est marrant parce que je fais un truc un peu similaire quand je ne vais pas forcément très bien au travail et qu'il y a beaucoup de charges émotionnelles. C'est que je vais rentrer à la maison et je vais dormir 20 minutes. C'est la première chose que je vais faire. Je vais poser mes affaires, je vais mettre l'alarme. En fait, c'est pas pour le fait de dormir, parce que j'ai pas forcément besoin de dormir, mais c'est le fait de s'endormir. Tu es obligé de laisser s'en aller tout le reste. En fait, une fois que je me suis endormi, je peux me réveiller 10 secondes après. Ça suffit à ce que, bon, là, il y a un reset et on peut reprendre un peu la vie normale. Et en général, je sais que ça peut me prendre jusqu'à 15 minutes si je suis vraiment tendu, mais l'avantage, c'est que voilà, au bout de 20 minutes après, je reviens. Ça dépend des gens. Je sais que Tu peux le faire comme ça. Tu peux aussi l'utiliser avec des collègues qui s'en rendent pas compte. Par exemple, tu es dans un meeting et tu vois que les gens sont stressés autour de toi. Tu les emmènes à la machine à café plutôt que de commencer un truc où tu sens que ça, dès le départ, que ça va mal se passer. c'est pas bête le fait de. C'est pour soi et pour les autres aussi. Ouais. Ok. Écoute, je regarderai parce que je connais pas. J'aime bien lire, je regarde ça. Deuxième, est-ce qu'il y aurait une citation ou un proverbe qui t'importe particulièrement? Il y a un autre livre qui s'appelle L'art de la guerre, alors je ne me rappelle plus de la citation exacte, mais grosso modo qui explique qu'il faut se battre, se battre pour les choses où on est sûr de gagner. Donc c'est un livre qui est écrit par un guerrier chinois et qui expliquait qu'avant de mener une bataille, un bon maître de guerre est en fait est sûr qu'avant de commencer la bataille, il va déjà la gagner. Dans l'entreprise, ça veut dire que ça sert à rien de se battre pour des choses où on est sûr de perdre. Faut pas se focaliser sur des choses, faut pas perdre de l'énergie sur les choses où on est sûr de perdre. Faut mieux se focaliser sur les choses où on est sûr qu'on peut gagner et faire évoluer les choses. Quitte à de temps en temps faire des batailles où on n'est pas sûr de gagner, mais en tout cas, à l'inverse, ne surtout pas aller sur celles qu'on va perdre forcément. C'est ça. Ok. Et troisième et dernière question, est-ce qu'il y aurait un conseil que tu donnerais à un ingénieur un ingénieur francophone qui souhaite évoluer en Australie, au milieu professionnel? Je pense que c'est adapté un petit peu à la culture australienne qui est un petit peu différente de l'Europe. Et après faire preuve d'être ouvert en fait, ouvert aux différences, parce que l'Australie, surtout Sydney, c'est très cosmopolitain, donc il y a tout en fait. Il y a des personnes qui viennent d'Inde, il y a des personnes qui viennent d'Asie, il y a des personnes qui viennent d'Europe, et même des fois entre Européens on a du mal à se comprendre, donc ici c'est encore accentué. Et donc en fait on peut travailler des nationalités différentes avec des gens qui ont des façons de travailler différentes, d'être ouvert en fait, d'être ouvert aux autres. D'être ouvert à l'écoute. Ok. Ouais. Écoute, je te remercie. Merci. Merci pour cet entretien. Et puis, je mettrai le lien, pardon, je mettrai le lien de Pressia Molène dans la description. Et merci encore. De rien, merci.